Bon, il faut vraiment s'imaginer la scène. On est le tout premier jour d'un nouveau projet d'envergure. Ouais, le fameux jour 1. Voilà, le jour 1. Toute l'équipe est réunie dans une grande salle, les budgets sont officiellement alloués, le tableau blanc est encore immaculé, et bon, tous les objectifs sont fixés. Tout le monde est très motivé en général. C'est ça. Et pourtant, au fond de la pièce, il y a ce sentiment un peu insidieux qui plane. Cette frustration, enfin très familière, de devoir, encore une fois, réinventer la roue. Ah, complètement. C'est le classique. Et c'est pas par manque de compétences, attention, hein. L'équipe qui est là, elle est brillante. Mais simplement parce que les leçons des projets passés, les erreurs qu'on a évitées de justesse il y a 3 ans, ou les solutions super ingénieuses trouvées à 3 heures du matin par une ancienne équipe, Tout ça a disparu. exactement. Tout ça a été purement et simplement perdu dans les limbes de l'organisation. C'est vraiment un scénario classique. C'est même la norme, malheureusement. Ouais. Et c'est exactement le problème qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui dans cette exploration approfondie qui, il est très important de le mentionner dès le départ d'ailleurs, fait partie du podcast All About Information Knowledge Management by Janis Stefanidis. Tout à fait. Notre mission aujourd'hui, c'est vraiment d'extraire des méthodes concrètes pour préserver et maintenir cette fameuse connaissance tout au long de la vie d'un projet. Et pour ça, on a vraiment de la matière. Grave. On a plongé dans 2 sources qui sont honnêtement fascinantes. D'un côté, on a un guide technique, très officiel de la NASA, sur la création d'un plan de gestion des connaissances. Rien que ça. Ouais, on ne fait pas les choses à moitié. Et de l'autre côté, on a les réflexions passionnantes d'un expert en bibliothéconomie qui a décidé d'appliquer la science pure de l'information au monde de la gestion de projet. Et ce qui est fascinant ici, c'est que lorsque l'on observe les échecs cuisants dans le monde professionnel, on a systématiquement tendance à blâmer les éléments les plus évidents, tu vois. Ouais, du genre, le délai était trop court. Voilà, on pointe du doigt des délais intenables, on s'insurge contre des dépassements de budget, ou on invoque la fatalité d'un problème technique imprévisible. La fameuse excuse du «on pouvait pas savoir». Exactement. Mais l'analyse croisée de nos deux sources révèle une toute autre réalité qui est beaucoup plus subtile. C'est-à-dire? En fait, l'échec d'un projet, ou même juste sa stagnation, n'est que très rarement lié à ces facteurs de surface. La cause profonde, cette maladie presque invisible, c'est une mauvaise circulation de la connaissance sous-jacente. D'accord, donc c'est pas le manque de temps, c'est le manque d'infos. C'est le flux d'informations qui s'est tari ou qui n'a jamais été correctement orienté dès le départ. C'est pour ça que voir la gestion de projets classiques fusionner avec les sciences de l'information, c'est absolument pas une simple tendance académique. C'est vraiment une question de survie organisationnelle. Bon, décortiquons tout ça, parce qu'il faut bien comprendre ce changement de paradigme avant même de s'attaquer aux méthodes de la NASA. Ouais, il faut poser les bases. Voilà. Quel est le rapport, concrètement, entre un bibliothécaire et un chef de projet qui construit un pont ou développe un logiciel? L'auteur de notre source spécialisée en bibliothéconomie insiste beaucoup sur un concept central, l'utilisabilité de l'information. Mhm. Concrètement, sur le terrain, ça change quoi? Ça change littéralement le point de départ de tout le travail. Habituellement, un projet, ça démarre avec un diagramme de Gantt, une liste de tâches, un calendrier. Ouais, on se dit, que doit-on faire aujourd'hui? C'est ça. Mais si on adopte le point de vue des sciences de l'information, le point de départ n'est pas la tâche, c'est l'information elle-même. D'accord. La source pose 3 questions fondamentales qui devraient, en théorie, précéder toute action. Et quelles sont ces questions? La première concerne les entrées. Quelles informations, quels documents et quelles expertises très précises sont vitales pour exécuter cette tâche sans avancer à l'aveugle? Donc, ce dont on a besoin pour commencer. Ouais. La deuxième question concerne la création de valeur. Quelles nouvelles connaissances vont être générées pendant qu'on exécute cette tâche? Ce qu'on va produire, en somme. Et la troisième, la plus critique, comment s'assurer que cette nouvelle information générée aujourd'hui sera structurée pour être trouvée par le prochain utilisateur demain? Ah ouais, c'est un renversement complet, en fait. Totalement. Si on prend une analogie, la gestion de projet traditionnelle, c'est un peu la cuisine d'un fast-food. Le but ultime, la seule métrique qui compte à, mettons, 12h30, c'est de sortir le burger à temps. Exactement, le volume et la vitesse. C'est ça. On assemble les ingrédients, on emballe, on livre, on passe à la commande suivante. Personne ne s'arrête pour documenter l'angle parfait pour cuire le steak, tu vois. Pas le temps pour ça. Voilà. Mais ce que cette approche propose, c'est de transformer ce fast-food en 10 ans un restaurant 3 étoiles Michelin.
Le chef étoilé ne se contente pas de sortir des plats exceptionnels, il documente méticuleusement chaque recette, l'ajustement exact de la température, la provenance de chaque ingrédient. Ouais, il archive son savoir-faire. Exact. Et pourquoi? Pour que le restaurant puisse maintenir son excellence, même si le chef décide de partir travailler ailleurs. La recette documentée devient en fait le véritable capital intellectuel de l'entreprise. C'est une excellente métaphore. Et c'est exactement là que les concepts de taxonomie et d'organisation, qui sont très chers aux bibliothécaires, entrent en jeu. La taxonomie, ouais. L'organisation, c'est vraiment le squelette de la récupération d'informations. Mettre des documents dans un dossier partagé nommé Archives 2024, ça n'a aucune valeur. Ça s'apparente à un trou noir, en général. Complètement. Un projet qui accumule des leçons apprises dans un document Word fourre-tout que personne ne sait comment chercher, c'est un projet où le capital intellectuel est mort-né. C'est clair. C'est pourquoi le rôle du chef de projet subit une telle mutation. Il n'est plus ce simple traqueur de tâches, armé de son chronomètre pour cocher des cases. Il doit devenir un véritable curateur de contenu. Attends, un curateur. Comme dans une galerie d'art ou un musée. Ça veut dire quoi exactement dans un bureau en open space ou sur un chantier de construction? Dans un contexte professionnel, le curateur, c'est la personne qui filtre la surcharge informationnelle. On génère des milliers de mails, de notes de réunion, de rapports de bugs. Trop d'infos tue l'info. Exactement. Le curateur ne garde pas tout, car tout garder revient à ne rien garder. Il identifie la pépite, tu vois, la décision clé, le compromis technique qui a débloqué la situation. D'accord, il fait le tri. Ouais, et ensuite il structure cette pépite avec les bons mots-clés, la bonne taxonomie, et il la rend navigable. Son but ultime, c'est vraiment de transformer la connaissance tacite en connaissance explicite. Alors il faut faire une petite pause sur ces termes. Tacite et explicite, c'est vraiment la clé de toute la mécanique, n'est-ce pas? Tout à fait. La connaissance tacite, c'est ce qui est enfermé dans la tête d'une personne. D'accord. C'est le tour de main du chef cuisinier de ton analogie, ou l'instinct d'un ingénieur qui entend un bruit anormal sur un moteur et sait immédiatement qu'une courroie est mal serrée. L'expérience brute, quoi. C'est ça. Et c'est très difficile à exprimer. La connaissance explicite, en revanche, c'est cette même information une fois qu'elle a été codifiée, écrite, dessinée ou même filmée. Ce qu'on peut transmettre. Voilà. Le travail du curateur, c'est de créer des ponts pour que le tacite devienne explicite et reste dans l'entreprise, sur les serveurs, pas juste dans les têtes. Très bien, la philosophie est très claire. Mais bon, comment passe-t-on de la théorie à la pratique quand les enjeux sont colossaux? C'est le grand défi. C'est là que la deuxième source entre en jeu. Le fameux standard de la NASA. Parce que là, on parle d'une agence qui envoie des équipements valant des milliards de dollars dans le vide spatial. Comment est-ce qu'il structure cette fameuse mémoire institutionnelle? Avec une rigueur implacable. Le guide de la NASA s'appuie sur des directives très formelles. On y trouve par exemple la directive NPD 7126-. Oh là, des acronymes. Ouais, je sais, c'est la politique cadre sur la gestion des connaissances. Et puis il y a la NPR 7125-E. D'accord, super facile à retenir. Bon, derrière ces acronymes un peu secs, il y a ni plus ni moins que le manuel de survie des vols spatiaux. Rien que ça. Et ce qu'il faut retenir de ces documents, c'est que la NASA refuse catégoriquement l'approche historique classique de l'industrie. C'est-à-dire? L'approche historique, c'était le fameux document post-mortem. On réunit tout le monde à la toute fin du projet, quand tout est vraiment terminé, pour lister les, soi-disant, leçons apprises. Ah, l'enfer! Le fameux rapport de clôture de 80 pages que l'on rédige 3 mois après la fin du projet, uniquement pour satisfaire le département qualité, et que absolument personne ne lira jamais. Exactement. C'est inefficace pour plein de raisons. Les souvenirs sont déformés, les équipes ont déjà la tête ailleurs sur d'autres projets, et la motivation est à zéro. C'est clair. La NASA remplace ça par un plan de gestion des connaissances basé sur 3 piliers constants. Lesquels? Premier pilier, apprendre des autres projets avant de commencer. Deuxième pilier, apprendre au sein même de son propre projet, pendant son exécution. Et troisième pilier, partager les leçons au-delà du projet une fois terminé. D'accord, c'est très structuré. Et pour s'assurer que ce n'est pas qu'un vœu pieux, la NASA a institutionnalisé un rôle très spécifique, le Chief Knowledge Officer, ou le CKO. Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et qu'il faut jouer l'avocat du diable. 2 secondes. Vas-y. Un Chief Knowledge Officer. Honnêtement, vu de l'extérieur, ça ressemble à un titre corporatif inventé de toutes pièces pour faire bien.
On parle d'ingénieurs aérospatiaux, de scientifiques qui luttent contre la mécanique céleste, avec des fenêtres de tir impossibles et des budgets ultra serrés. Oui, la pression est énorme. Ajouter l'obligation d'aller consulter un CKO, de remplir des cartes de connaissances, de suivre des taxonomies, n'est-ce pas simplement ajouter une couche de bureaucratie écrasante sur les épaules d'une équipe qui est déjà sous pression? Que fait vraiment ce CKO sur le terrain? C'est l'objection la plus courante. Et c'est le grand piège de ce domaine. La gestion des connaissances est perçue comme de la bureaucratie toxique si, et seulement si, elle est déconnectée de l'action. Ok, Mais le rôle du CKO à la NASA, c'est pas de distribuer des formulaires administratifs. Son rôle, c'est d'être un facilitateur intégré. un facilitateur. Ouais. Il aide le chef de projet à cartographier les moments où l'équipe va devoir apprendre quelque chose de critique. Il les connecte aux bons experts ou aux bonnes bases de données. Ce n'est pas un flic de la paperasse, c'est un routeur d'intelligence. C'est joliment dit. Et la réponse à la pression du temps se trouve dans le cadre qui a été développé par le Goddard Space Flight Center de la NASA. Leur philosophie est hyper simple. La rétention de la connaissance ne doit pas se faire après le travail, elle doit faire partie du travail. D'accord. Donc, maintenir la connaissance pendant le projet. Mais, très concrètement, si un test de moteur échoue lamentablement à 14 heures, comment on intègre cette belle théorie à 15 heures? Par le biais de pratiques très spécifiques, comme les sessions Pause and Learn, qu'on appelle aussi parfois After Action Reviews. Pause and learn, on fait une pause et on apprend. C'est ça. Dès qu'un événement majeur se produit, que ce soit un succès inattendu ou un échec cuisant, on met le projet sur pause, on réunit l'équipe immédiatement, à chaud, Et on discute. et on pose quelques questions simples. Que devait-il se passer? Que s'est-il réellement passé? Pourquoi y a-t-il eu un écart? Et que devons-nous retenir à la seconde pour la suite? Comment éviter que cette session, pause and learn, ne se transforme en tribunal de l'inquisition? Si le moteur a explosé à cause d'une erreur de calcul d'un ingénieur, la tendance naturelle, c'est de chercher un coupable. Ah, mais c'est là toute la subtilité de la méthode. Ces sessions doivent impérativement se dérouler dans un climat de sécurité psychologique. Sans ça, ça ne marche pas. Impossible. Le but n'est pas de trouver qui a fait l'erreur, mais de comprendre pourquoi le processus a permis à l'erreur de se produire. C'est l'essence même de l'approche de la bibliothéconomie appliquée dont on parlait. On s'intéresse au système d'information, pas à la punition. On cherche la faille dans le système, pas dans l'humain. Exactement. En menant ces discussions à chaud, on capture les pensées tacites avant qu'elles ne s'évaporent ou qu'elles ne soient rationalisées par la mémoire avec le temps. On crée ce que la source appelle une véritable culture de la documentation. C'est une image puissante, ça fait penser à une équipe sportive professionnelle de très haut niveau en fait. Ah oui, Bah oui, une équipe de rugby n'attend pas le dernier match de la saison, une fois que le championnat est perdu, pour analyser ses stratégies à la vidéo. Ce serait absurde. complètement absurde. Les sessions Pause and Learn, c'est exactement comme regarder les ralentis sur une tablette, dans les vestiaires, à la mi-temps du match. Ouais, c'est exactement ça. On décortique ce qui vient de se passer sur le terrain, on comprend pourquoi la défense adverse est passée, et hop, on ajuste la formation pour la deuxième mi-temps. On corrige le tir pendant que le jeu est encore en cours. J'adore cette analogie. Et c'est cette mécanique qui permet de combattre l'ennemi numéro 1 de toute organisation, ce qu'on appelle l'amnésie organisationnelle. L'amnésie organisationnelle, le terme fait froid dans le dos. Et pourtant, c'est un désastre qui est hyper commun. L'amnésie organisationnelle se produit lorsqu'un membre pilier d'une équipe, par exemple, quitte le projet, prend sa retraite ou change d'entreprise, et emporte avec lui son disque dur mental. Son expérience tacite. Voilà. Tout le contexte des décisions, les petits arrangements techniques, l'historique des pannes non documentées, tout disparaît. Pouf! C'est la cata. Serveur de l'organisation. Bon. Si ces sessions agissent comme des arrêts au stand pendant la course, comment tout cela s'organise-t-il sur la durée totale d'un projet? Parce qu'il faut bien qu'il y ait une chronologie, un début, un milieu et une fin. Bien sûr. Et si nous relions cela à une perspective plus large, la documentation de la NASA déploie cette culture de la documentation sur le cycle de vie complet du projet, qui est divisé en 3 grandes phases. Lesquelles? La formulation, l'implémentation et la clôture. Rien n'est laissé au hasard et chaque phase a ses propres outils de gestion de l'information. Prenons la première phase, la formulation. Avant même de dessiner, la première pièce d'un satellite, que doit faire l'équipe? Lors de la formulation, le mot d'ordre, c'est de regarder dans le rétroviseur. L'équipe a l'obligation absolue de consulter le LLIS. Le LLIS, encore un acronyme. Ouais, désolé, c'est le Lessons Learned Information System.
C'est une énorme base de données centralisée et méticuleusement indexée qui regroupe toutes les leçons des missions précédentes. D'accord. La bibliothèque des erreurs et des succès. C'est ça. Ensuite, ils doivent étudier les règles Gold. Les règles Gold. Bon, j'imagine que c'est un autre acronyme technique? Oui, mais c'est surtout un ensemble de règles d'or, des standards d'ingénierie et de conception propres à la NASA. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une norme technique, une règle Gold, ce n'est rien d'autre que l'expérience douloureuse du passé cristallisée sous forme de règles. Ah, c'est joliment dit. Chaque ligne de ces standards a probablement été écrite parce qu'un jour, quelque part, une pièce a cassé. C'est aussi pendant cette phase de formulation qu'ont lieu les fameuses réunions avec le Chief Knowledge Officer pour anticiper les défis intellectuels du projet à venir. Donc on s'arme du savoir des autres avant de commencer. Très bien. Ensuite vient la phase d'implémentation. J'imagine que c'est le cœur du réacteur, là où l'on construit, on teste, on avance dans le dur. Exact. C'est ici que la rétention en temps réel dont nous parlions tout à l'heure prend tout son sens. La consigne, c'est d'apprendre au sein du projet. Et comment ils font ça au jour le jour? En intégrant des discussions obligatoires sur les connaissances lors des peer reviews, les revues par les pairs, et ça dès la conception préliminaire. D'accord. C'est là qu'on multiplie les sessions pause and learn après chaque grande revue d'étape, les fameuses gate reviews. Et surtout, les notes prises lors de ces réunions ne finissent pas dans un tiroir. Elles vont où alors? Elles sont analysées et transformées en cartes de connaissances, des knowledge maps. Attends, qu'est-ce qu'une carte de connaissances apporte de plus qu'un bon vieux compte-rendu de réunion bien rédigé par un assistant? Un compte-rendu, c'est linéaire et chronologique. C'est chiant à lire. Une carte de connaissances, c'est visuel et c'est thématique. Ah, ça cartographie le savoir. Voilà, elle connecte un problème à ses causes, aux experts qui l'ont résolu et aux documents techniques associés. Elle est conçue spécifiquement pour la récupération rapide d'informations. On retrouve les principes de la bibliothéconomie dont nous parlions au début. C'est brillant. Ça permet à un ingénieur pressé de voir d'un seul coup d'œil l'écosystème d'un problème sans avoir à lire 20 pages de notes. C'est redoutablement intelligent. Bon, et finalement, le projet se termine, c'est la phase de clôture. Mais d'après ce qu'on observe de l'approche de la NASA, la clôture n'est pas un moment de repos, si? Loin de là, ouais. La clôture, c'est un sprint final pour la mémoire de l'organisation. Il y a des délais stricts, c'est très encadré. Dans les 60 jours suivant un lancement ou la fin d'une mission, l'équipe a l'obligation de consolider ses leçons et de les injecter dans le système LLSI. Il faut créer des études de cas détaillées, c'est ça? Exactement. Mais pourquoi une limite stricte de 60 jours? C'est très précis. C'est à cause de la courbe de l'oubli humain et de la dispersion des équipes. C'est-à-dire? Au-delà de 2 mois, l'esprit rationalise les événements. On oublie les détails complexes des problèmes et surtout, les membres de l'équipe ont généralement déjà été réaffectés à d'autres missions. Leur attention n'est plus du tout là. Ils sont passés à autre chose. C'est ça. Mais ça va plus loin. Dans les 90 jours, le projet doit s'associer avec l'appel de la NASA. L'appel, encore un. Désolé. L'Academy of Program, Project and Engineering Leadership. C'est en quelque sorte l'université interne de la NASA. Ah, d'accord. L'équipe du projet doit co-développer un article, une publication formelle, avec cette académie pour partager leur expérience. Donc on passe d'un apprentissage isolé au sein d'une petite équipe à une diffusion vraiment pédagogique à l'échelle de toute l'agence spatiale. C'est exactement le but. Diffuser le savoir. C'est fascinant de réaliser comment cette approche chronologique stricte transforme complètement la géométrie d'un projet. C'est clair. Traditionnellement, on perçoit un projet comme une ligne droite. On coupe le ruban à l'arrivée et paf, c'est terminé. Mais avec ce système, c'est une boucle. Une boucle vertueuse. Ouais. La fin d'un projet devient très littéralement le carburant, la matière première du projet suivant. Les études de cas et les articles rédigés en phase de clôture aujourd'hui sont exactement ce que la prochaine équipe va étudier lors de sa phase de formulation demain. Tout est connecté. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au bout du compte? Si l'on prend un peu de hauteur sur ces deux approches convergentes, celle du bibliothécaire et celle de la NASA, quelle est la grande leçon à retenir pour ceux qui nous écoutent? La leçon fondamentale, c'est qu'il est temps de redéfinir la notion même de réussite d'un projet. D'accord. Historiquement, la mesure du succès était binaire et très très stricte. Est-ce que ça a été livré à temps et est-ce que ça a respecté le budget chiffré? Le fameux mantra « on time, on budget ». Le saint Graal des managers. Exactement. Si ces deux cases étaient cochées, le projet était acclamé, même si en coulisses c'était le chaos total, avec des épuisements professionnels, des burn-out et des erreurs répétées. Ce qu'on ne voit pas sur le fichier Excel. Voilà. Et nos sources prouvent que ce critère n'est plus du tout suffisant.
Aujourd'hui, la réussite d'un projet doit aussi et peut-être surtout se mesurer à la croissance de la maturité des connaissances de l'organisation. Donc, si je comprends bien, un projet qui est livré dans les temps, mais qui laisse l'entreprise amnésique, c'est en réalité un échec à long terme. Précisément, parce que la prochaine fois, la prochaine équipe refera les mêmes erreurs et perdra du temps. Le gestionnaire de projet ne peut plus se contenter d'être un gardien du temps ou un simple comptable des coûts. Il doit être ce curateur dont on parlait. Il devient un facilitateur de l'intelligence collective, oui. Il s'assure que chaque défi surmonté rend l'organisation globale plus intelligente et plus résiliente. C'est une vision incroyablement valorisante du travail, je trouve. Cela donne un but presque noble à l'acte de documenter qui est quand même souvent vu comme une corvée par les équipes. Ah, ça c'est sûr. La paperasse, personne n'aime ça. Cela étant dit, cette réflexion soulève aussi une question un peu vertigineuse, une limite inhérente à ce besoin de tout capturer. Ah, je vois où tu veux en venir. Bah oui, toutes ces structures rigoureuses de la NASA, ces bases de données formidables, ces cartes visuelles, elles sont exceptionnelles pour capturer la connaissance explicite. Ce qui est logique, ce qui se dessine, ce qui se calcule sur un ordinateur. Le rationnel. Voilà. Mais qu'en est-il de l'intuition pure? Vaste sujet. Peut-on vraiment un jour archiver l'instinct qu'un scientifique ou, je sais pas, un technicien développe après 30 ans passés à observer des matériaux réagir? C'est la grande question de l'IA aujourd'hui d'ailleurs. C'est ça. Cette capacité presque subconsciente à sentir qu'une conception est bancale avant même de lancer la première simulation informatique. L'intelligence d'une organisation ne sera-t-elle pas toujours, par nature, plafonnée par ce qui est physiquement traduisible en mots ou en données numériques? C'est une pensée provocatrice magnifique. Jusqu'à quel point l'instant humain résistera-t-il à la numérisation et à la taxonomie? Mystère. C'est une réflexion profonde à garder à l'esprit la prochaine fois qu'il faudra documenter une décision technique basée sur un simple pressentiment d'expert. L'humain garde sa part de mystère et c'est très bien comme ça. Il est temps de conclure. Il est vraiment crucial de rappeler que cette analyse détaillée, cette exploration au cœur de la mémoire des organisations dont on vient de parler, a été présentée aujourd'hui dans le cadre du podcast All About Information Knowledge Management by Gianni Stephanidis. Un grand merci de nous avoir suivis. Absolument. Il faut continuer à cultiver sa curiosité, à questionner les méthodes de travail établies et par-dessus tout, à protéger avec acharnement le capital intellectuel de nos futurs projets. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans la connaissance.